Bien le bonjour et bienvenue à un autre épisode de La Prescription avec Dr Fridolin Lambertini. Aujourd'hui, un invité que j'aime énormément, un homme de théâtre, radio, cinéma. Il fait dans l'écriture, il est allé dans les séries web, télévision, réalisation, animation, scénariste, mise en scène. Bref, plusieurs chapeaux pour quelqu'un de complètement unique. Et cette personne, elle s'appelle Guillaume Girard. À chaque fois que je fais des projets qui sont un peu différents de mon statut de musicien, des trucs, mettons, des collaborations avec d'autres artistes, et même ce podcast, j'appelle toujours Guillaume pour passer le test, pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Son opinion est très, très, très importante. Parce que il n'y a aucune bullshit. Hein. On dira ça crûment, mais il y a peu de gens qui peuvent dire la vérité brute. Et quand on en connaît un ou deux, parce que c'est très rare, mais c'est important de les garder proches parce que ces gens-là sont très utiles. Et bref, même ce podcast-là, je l'avais appelé. Dès que j'avais eu l'idée de le faire, c'est lui que j'ai contacté. C'est lui qui a trouvé le titre, d'ailleurs, de l'émission. Et finalement, il a accepté de venir pour une bonne conversation d'un homme assez incroyable et spectaculaire. Et je vais vous le présenter convenablement. Vous savez, d'habitude, j'ai des biographies que je lis, qui sont, disons, assez protocolaires, dans lesquelles on passe la carrière en détail, tout ça. Et j'aime bien ça parce que ça donne un bon cue sur qui ils sont. Mais dans ce cas-ci, Guillaume m'a donné la plus courte biographie, qui est à saveur un peu poétique, mais si vous êtes curieux de toutes ces réalisations, allez sur Google un petit Guillaume Girard et vous le trouverez. Troisième d'une fratrie, Guillaume Girard est né à Québec en 1980. Et outre ses aventures en spectacle vivant, il travaille en télé depuis 2005. Il a écrit, produit et réalisé en plus de poursuivre sa carrière de comédien dans de multiples projets. Il aime croire qu'il apporte un peu de con dans ce qu'il croit être la composante la plus importante de toute bonne comédie, le contenu. Voici mon entretien avec Guillaume Girard. Non, j'ai peur. Pas par rapport à Olivier, j'ai peur par rapport à la discussion? Non, oui, bien sûr. T'as peur, hein? Tu me crains? Non, mais je suis comme bon. Quand je t'ai invité dans des podcasts, ça arrive pas souvent, mais... T'en as fait quand même J'en ai vu deux qui traînaient avec Jake, entre autres. Oui, exact. C'est ça. C'est quoi les autres que t'as fait un peu? J'ai fait le podcast de Pierre-Bruno Rivard. Tu sais, mais c'est juste que je suis toujours un peu... je doute toujours de la pertinence de ma présence dans un podcast. C'était qui ces souliers-là? Non, je partage un local avec un autre prof. Non, mais mais c'est drôle que tu dises ça. Tu doutes de ta pertinence, mais ça, je t'ai entendu dire ça souvent sur un paquet d'affaires, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est comme tellement important pour moi de l'être, là, autant que possible, pertinent. Fait que là, tu te dis, ouais, mais là, moi, je suis pas une vedette, tu sais, je suis pas... Ouais. Tu sais, j'ai toujours un petit... la plupart des gens qui viennent à mon podcast sont pas nécessairement des vedettes, en fait. Bien sûr. Mais en même temps, il y a tout le concept d'une vedette. C'est quoi, là? Oui. Mais tu sais, on le sait un peu c'est quoi, puis on le sait un peu que j'en suis pas. Mais c'est pas vrai, ça. Est-ce que... OK, tu as quand même connu des élans où tu étais un peu une vedette. Tu sais, mettons, allons dans le passé, quand tu faisais le truc qui s'appelait Frank versus Girard. Ouais. Ça, je me souviens encore, ça m'a impressionné. On s'est connus, toi et moi, c'était terminé. Cette affaire-là, je pense, ça faisait 2 ans, je pense. Ouais, à peu près. À peu près. Puis,
on se promenait dans la rue. Ah oui, bien sûr. Mais c'est juste des jeunes, là, venaient te voir. Hey! Ouais. Puis ils te reconnaissaient, ils te callaient. Hey, Gérard, ça va, man? Nan. Puis toi, t'étais super bon joueur avec ça. C'était cool. Ouais. Puis ça, c'était l'époque encore. L'Internet était là, mais pas vraiment. Pas vraiment. Tant pas que ça, comme aujourd'hui. c'était des jeunes qui écoutaient de la TV. Ouais, qui te reconnaissaient. Exact. Tu as connu un peu ça. T'as eu aussi ton show solo, quand même, dans un sens, à Télé-Québec. Ouais, non, mais je suis quelqu'un qui vit un petit peu dans l'œil du public, mais je pense pas que c'est parce que t'es connu, entre guillemets, que t'es une vedette. Tu comprends? Ouais, non, je pense que la vedette, elle a d'autres attributs, là, je sais pas exactement lesquels, qui sont, je dis pas ça de façon nécessairement péjorative, hein, tu sais, comprends-moi bien, là, mais tu sais, une vedette, c'est aussi quelqu'un qui participe, tant qu'à moi, beaucoup plus activement que moi à la vie médiatique, qui aime ça. Je veux dire, tu sais, t'as des gens qui se chicanent sur Twitter. Ouais. Est-ce que c'est pertinent? Mon Dieu, absolument pas. Là. Donc, il y a bien des vedettes qui sont pas pertinentes. Ah, mais ça, on est 100% d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, le plaisir que j'ai à apparaître dans la vie médiatique, je pense que c'est pas aussi grand que d'autres. Je comprends tellement ce que tu dis. Tu sais, j'ai pratiquement pas de following sur le réseau social. Là. Moi, mais tu fais pas d'efforts non plus, là. Exact. Mais c'est d'où c'est ça mon point. Même ton nom sur les réseaux sociaux, on le sait pas que c'est toi tant qu'on le sait pas, qu'on sait pas qu'on a tant d'amis qui sont... Ça m'a pris un bout de te trouver, en plus. Oui. Puis ça t'a pris un bout de m'accepter. En plus, on est des bons copains, tu sais. Donc, je me dis que peut-être c'est pas trop... Regarde. Mais ça, c'est intéressant que tu dises ça, parce que je sais que si tu as cette réflexion-là, c'est parce que tu côtoies des vedettes. Tu travailles beaucoup avec des vedettes. Oui, exact. Il y en a beaucoup autour de moi. Ou alors, en tout cas, si encore là, eux autres se considèrent pas comme des vedettes nécessairement, ils ont très certainement plus que moi les qualités qu'il faut pour vivre, exact, dans l'œil du public de façon plus intense. De façon intense, constante. Mais allons donc un peu en arrière, si tu veux, parce que toi, tu viens de Québec. Oui. Tu viens de Québec et tu étais un gentil garçon. Oui. Très intelligent, qui habitait avec sa mère et ses frères et qui a eu des grands frères, qui a eu la chance d'avoir des grands frères. La plus grande chance de ma vie. Oui. Et qui t'ont suivi, qui t'ont éduqué, qui était un exemple fort pour toi. Oui. Il y en a des fois qui sont comme tristes ou qui ont de la rancune ou bien qui sont malheureux d'avoir été le dernier enfant parce qu'il était comme traité comme le bébé ou je sais pas trop. Mais dans ton cas, je pense que c'était un avantage quelque part. Oui, sûrement. Tu sais, mes frères, moi, dans le contexte de ma famille, j'étais la grande vedette. Tu sais, arrivé beaucoup plus tard que les deux autres. Donc, avec un intervalle de... Tu sais, mon frère Phil a 9 ans de plus que moi. Okay, je savais pas que c'était mon frère Laurent, 7 ans. OK. Fait que j'étais vraiment... Tu sais, j'avais vraiment ce statut particulier un peu... un peu un statut particulier parce que j'étais vraiment le bébé puis parce que j'étais vraiment, en quelque part, à beaucoup d'égards, le centre d'attention. Peut-être pas toujours pour des bonnes raisons, parce que j'étais peut-être un petit peu plus... j'ai peut-être une adolescence un petit peu plus... mouvementée que les autres? Mouvementée que la leur. Oui, un peu plus l'enfant, le mouton noir, disons. Mais très certainement, je suis à beaucoup d'égards tributaire de cette éducation-là que mes frères m'ont donnée. Mon frère Phil, comme tu le sais, fait de la bande dessinée, donc il a toujours eu une espèce d'intérêt assez marqué pour la littérature, les arts, tout ça. Puis mon frère Laurent est écoute, à toute fin pratique, un athlète. Ouais. Puis donc, il m'a aussi beaucoup amené dans ce sens-là. L'anecdote que je raconte tout le temps, c'est que quand j'étais jeune, mon frère débarquait chez moi le matin sans prévenir. Et il me tirait du lit.
pour m'amener, par exemple, dans Charlevoix, faire de la randonnée pédestre ou de l'escalade. OK. Fait que moi, des fois, ça faisait pas longtemps là, que j'étais que j'étais endormi, puis mon frère me tirait vraiment littéralement du lit. Puis là, il me disait, viens, on s'en va faire du snow, ou on s'en va faire de la randonnée pédestre, ou je sais pas quoi. Donc, ce goût du sport-là, il vient de là? Ben, probablement, tu sais... oui, probablement, tu sais. Puis après ça, tu sais, mon autre frère, lui, m'amenait au cinéma. Ouais. M'amenait voir, je sais pas, Jurassic Park au cinéma. On devrait le nommer quand même, Philippe Girard. Oui, Philippe Girard, exact. BDiste, c'est ça son titre? Oui, BDiste. Mais il fait aussi plein d'autres trucs, il fait un peu d'illustration pour d'autres, je pense, des fois, ou des projets personnels. Un petit peu, mais c'est vraiment la BD, tu sais. C'est ça, c'est son truc. C'est ça tu sais, l'objet principal de son travail artistique. Puis mon autre frère, Laurent Girard, donc, qui est prof de maths au secondaire. Okay. Et j'aurais le goût de dire un peu une espèce d'aventurier, tu sais, une espèce de gars qui est toujours intéressé à dormir dans une flaque de boîte, la tête sur son vélo de montagne, ça. Fait que donc, Phil m'amenait au cinéma, puis après ça, on allait au Colisée du Livre à Québec, une espèce de bouquinerie, là, tu sais... importante, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont traîné là. Oh mon Dieu, je veux dire, tu sais, ça avait 3-4 étages, cette affaire-là, en tout cas, dans mon souvenir, c'était gigantesque, c'est à la rue Saint-Jean. Puis là, ben, Phil m'amenait là, puis il me disait, choisis quelque chose, tu sais, choisis-toi de quoi, ou alors lui-même me faisait une suggestion, puis tu sais, mes frères, évidemment, avaient toujours d'une façon ou d'une autre, là, avaient toujours la volonté que je prenne de l'avance. Ouais. Fait qu'il y avait ça quand même, tu sais, mes frères, je pense, naturellement, là, je pense que c'est souvent le cas dans une famille, mais les aînés veulent que le plus jeune aille plus vite. Ben, je le vois avec mes filles. Je le vois avec ma fille de 8 ans, puis celle de 5 ans. C'est très typique, hein? Typique de faire, ben là, il est temps que tu apprennes à lire, il est temps que tu apprennes à faire des calculs. Puis là, elle lui montre un paquet de trucs. Puis elle lui montre ce qu'elle-même probablement apprend à ce moment-là. Ouais. Puis, fait que moi, il y avait ça aussi. Les gars, mon frère était bien susceptible de me faire lire le dernier roman sur lequel lui avait aimé. Trippé, ouais, exact. Et puis aussi, peut-être je me trompe, mais la télé n'a pas vraiment été là quand tu étais jeune. C'était les livres. Ouais, exact. Chez moi, on n'avait pas vraiment le droit de regarder la TV. On l'écoutait quand même, évidemment. Ma mère, quand ma mère allait à son groupe de prière le mardi soir, on écoutait Chop Suey. Puis quand elle allait à la messe le dimanche matin, on écoutait la lutte. Ouais. Mais sinon, généralement, la télé n'était pas allumée constamment comme beaucoup de familles, en fait. Vraiment, vraiment pas. Puis même, là, je te dirais que avec le recul, là, ça m'apparaît maintenant aussi farfelu que ça l'est. Je m'en étais comme pas tant rendu compte, évidemment, à ce moment-là, mais moi, j'ai déjà eu une télé noir et blanc chez nous. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens que il y avait ça, une télé noir et blanc. On n'était pas riches, mais c'était quand même un peu farfelu là, dans les années 80. Ouais. D'avoir une TV noir et blanc dans un appart, là, tu sais. Mais nous, on avait sans doute un poste de télé couleur, mais on avait une télé noir et blanc. Tu sais. Oh ouais. Fait que, non, c'était pas très encouragé. Je pense que tout le monde là, dans ma famille, là, incluant mon père et ma mère, et évidemment mes 2 frères, a un amour un peu particulier pour la littérature ou les livres en général. Tu sais, il y a un petit... je sais pas si c'est la bonne façon de dire ça, mais il y a peut-être même un petit côté un peu fétichiste, là, tu sais, et qu'on aime donc ça, les livres, puis une bibliothèque bien garnie, là. Tu sais, mon frère Laurent adore la lecture. Lui, il n'y a pas de livres nécessairement beaucoup chez lui, mais il est toujours en train d'en emprunter à la bibliothèque. Ouais. Mais tu sais, on est tous très fiers de notre étagère pleine de livres. Là. T'en as beaucoup, entre autres. Chaque fois que j'étais chez vous, j'étais un peu fasciné, mais il faut quand même expliquer aussi que tu as une pratique de la lecture qui est intéressante, parce que pour moi, lire, c'est un défi. Ben, un défi, pas un défi, ben, c'est juste que c'est lent. Pour moi, lire, c'est lent. Ouais. Puis c'est pas mal plus la confusion pour moi de lire que des mots que de lire une partition de musique, clairement. Et ça, c'est établi depuis très longtemps. Toi, tu
tu lis vite, tu fais de la lecture rapide, comme on a déjà discuté à maintes reprises. Pour moi, c'est quelque chose qui me fascine, puis que, tu sais, j'en connais 2 dans mon entourage, il y a toi, puis Jean-Philippe Cipriani, that's it. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cette rapidité de lecture-là, tu l'as attrapé à cause que tu as beaucoup lu, ou c'est quelque chose que tu as appris parce qu'on peut l'apprendre? Oui, non, moi, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie, c'est juste qu'à force, tu sais, j'ai tellement lu, j'ai tellement été encouragé à lire qu'à un moment donné, tu sais, je pense là, que je suis devenu comme habilité à lire relativement rapidement. Tu sais, c'est comme si c'est devenu tellement naturel avec le temps que, ouais, tu sais, ça peut aller très, très vite, là. Ça peut aller vite, mais en même temps, c'est ça, je sais que tu as l'amour des mots, c'est ça que je trouve drôle un peu, c'est que tu lis vite, mais tu réussis quand même à prendre une pause parfois, puis faire, OK, ça, ce que je viens de lire, c'est beau, tu reviens, puis tu le reprends plus lentement pour l'intégrer, pour l'absorber. Pour l'absorber. Il y a des passages, moi, je suis forcément très sensible à ça, tu sais, au style, je sais pas comment dire ça, aux mots, puis effectivement, ça m'arrive à un moment donné je pense à peu près comme tout le monde, de remarquer un passage, puis des fois, c'est de l'ordre de l'information, tu sais, c'est pas nécessairement stylistique, mais oui, je remarque ça. Tu sais, ce rapport à la lecture-là est aussi quelque chose qui me sert dans mon métier. Oui. Parce que je fais régulièrement de la voix, par exemple. Tu sais. Ouais. Puis là, je peux passer des journées dans un studio à lire des textes interminables sans que ça me fatigue trop. Je savais pas que t'en faisais tant que ça. Tu fais de la voix pourquoi? Écoute, tous les acteurs, ou à peu près, font... Pas tous. Pas tous, mais tu sais, c'est comme un sideline d'acteurs très... Tu as fait toute la formation qui vient avec là, pour... Moi, je fais pas de doublage. OK, tu fais pas de doublage. Moi, je fais des voix. Je comprends. Tu fais des voix pour des pubs, des trucs comme ça. OK, pas de doublage. Des signatures dans des pubs, peu importe. Mais le doublage, j'en ai fait un peu. Là, je pense que c'est quelque chose vraiment avec lequel j'aurais énormément de facilité, mais j'ai jamais trouvé le temps de se plonger là-dedans, ce qui est un autre univers en soi. C'est un autre univers, c'est un autre réseau. Les acteurs qui font ça, ils sont vraiment plongés dans un milieu parallèle, là, avec ses dynamiques puis ses protocoles. Moi, j'ai fait un stage une fois, mais j'ai jamais trouvé le temps, disons, de me plonger là-dedans. Je vais me moucher de même ça. Vas-y, on va écouter ça. Ouais. Magnifique. Oui, monsieur. Et mettons, on pourrait essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais. My God, on peut essayer d'expliquer ce que je fais, ouais. Ou peut-être la base aussi, parce qu'à la base, tu t'es inscrit en théâtre, tu es venu étudier le théâtre. Ouais. Parce que tu voulais être comédien. Complètement. Ça, c'était au début. Ouais. Je pense que c'était très naïf comme approche. Pas si naïf que ça. On a quand même une gang qu'on connaît qui ont eu la même idée puis qui sont encore là-dedans. Exact. C'est une super place pour commencer. Tu sais, je pense que c'est pas une mauvaise idée de commencer par la scène, peu importe qu'est-ce que tu rêves de faire dans ce métier-là. Moi, j'avais étudié 2 ans à l'Université Laval en théâtre dans un programme théorique. Là, donc, à l'époque, ma blonde m'avait dit « C'est ça que tu devrais faire ». Elle étudiait au programme de théâtre à l'Université Laval. Je l'ai comme un peu suivi là-dedans. OK. Et donc, j'ai découvert le théâtre à travers cette expérience-là. J'ai adoré ça. C'était vraiment des idées qui étaient nouvelles pour moi. Puis c'est super fondateur dans mon expérience. J'avais un début de culture théâtrale à ce moment-là, mais à l'Université Laval, j'ai vraiment eu l'opportunité de la développer beaucoup. Puis ça m'a fait capoter. Puis j'aimais les profs, puis leurs idées. Il y avait toute une approche là-bas, je dirais, où on liait beaucoup le théâtre avec la société. Tous les gens presque tous les gens qui m'ont enseigné là-bas m'ont beaucoup intéressé d'une façon ou d'une autre. Mais évidemment, moi, je m'en allais vers la pratique. Je m'en allais pas vers la théorie. Et donc,
là, tu sais, je sais pas à quel point on est familier là, dans le monde avec ce processus-là, mais là, j'ai passé mes auditions pour entrer dans des écoles de théâtre. J'ai été prêt à l'UQAM ici, donc où on est en ce moment, puis... Tu sais-tu qu'est-ce que tu avais monté? Oui, je me souviens. Donc, c'était j'avais une scène de Roméo et Juliette, là, probablement la scène du balcon de Roméo et Juliette, en mode jeune premier frisotté. Nice. Et puis, je pense, tu sais, je m'imagine faire ça, ça me donne des frissons de malaise, mais c'est ça que j'ai fait. Puis, j'avais un extrait d'une pièce de Jean-Marc Dalpé, qui est un grand auteur de théâtre franco-ontarien, ben québécois, je pense maintenant, mais d'origine franco-ontarienne, qui est... Là, je suis pas certain, là, ça fait longtemps que j'ai pas une bonne mémoire, mais je pense que c'était Lucky Lady. OK. Donc, des très, très bons textes très rythmés, tu sais, dans des réalités des fois un petit peu plus rugueuses. Puis tout ça, t'avais été un peu autodidacte là-dessus? Quelqu'un t'avait un peu On m'avait coaché, donc j'étais allé voir une pièce de théâtre à Québec. À l'Université Laval, il y avait une émission du midi qui était animée par un de mes amis qui s'appelait « À midi à Laval ». OK. Donc, ça nous donne déjà des indices sur l'époque. Non, mais tu sais, c'était vraiment... en tout cas, puis bref, j'avais la chronique théâtre. Fait que j'allais au théâtre gratuitement, ouais. Grâce à ça. Grâce à ça, puis moi, tu sais, j'étais fou, là, tu comprends? T'allais voir tout. J'allais voir tout. C'était vraiment... Ça correspond vraiment à une époque où je m'éveille artistiquement. Tu sais, j'ai aussi ma passe pour aller au clap, voir des films d'auteurs, tout ça. Et donc... Je m'en vais voir à la Bordée, à l'ancienne Bordée, c'est à rue Saint-Jean, une soirée qui s'appelait, je pense que c'était les Contes urbains, affaire de Noël, tout ça. Okay. Et il y a Anne-Marie Olivier, que tu connais peut-être, qui vient de faire un show ici à Montréal qui s'appelle Maurice. Vraiment une actrice exceptionnelle. Là, à cette époque-là, moi, je suis très jeune, elle aussi, là, on est... Tu sais, c'est-à-dire qu'elle est une actrice déjà active, mais c'est une fille qui doit avoir, je sais pas, là, tu sais, 23, 24, 25 ans. Et j'aime tellement son jeu que je l'appelle, je pense. Là, je m'en rappelle plus trop. Puis je dis, écoute, salut. Peux-tu m'aider? Ouais, j'aimerais ça que tu me coaches. Puis Anne-Marie me donne rendez-vous dans un diner là, sur la rue Saint-Jean. OK. Puis on mange ensemble, puis on se compte ça. Puis tu sais, elle me jauge un petit peu, j'imagine, pour voir à quel genre de gars elle a affaire. Là. Ouais. Puis c'est pas notre citoyenne la plus bullshiteuse, là, Anne-Marie. Là, elle a vu que ça soit real, là, puis tout. Fait qu'on se jase ça un peu, puis elle me dit, ben oui, je vais te coacher. Puis là, elle me charge, là, 2 fois rien. Puis elle me dirige, elle m'aide à choisir les scènes. Puis c'était d'une grande aide, là? Ben, apparemment, parce que, tu vois, j'ai fini par entrer ici à l'UQAM. Tu sais, j'ai eu ma petite run d'audition, là, tu sais. Puis donc, moi, je savais déjà à cette époque-là que l'écriture, ça allait jouer un rôle dans ma vie. Là, tu sais, tu le savais déjà tôt, ça. Ça, je me suis demandé si c'était pas quelque chose qui est pas, je veux pas dire venu par dépit ou qui est arrivé plus tard parce que tu dis, parce que c'est difficile quand même le métier d'acteur, là, tu sais, il y a t'attends quand même un peu beaucoup au téléphone, il y a un peu tout ça, mais toi, t'as réussi quand même à dire toujours, ça sera toujours présent, ce truc-là. C'est que j'étais tellement immature puis naïf. J'étais tellement inconscient de ce que c'est le milieu de la télé, du cinéma et du théâtre que j'avais aucune idée que c'était même possible de travailler comme auteur dans la vie. Wow. Ça semblait vraiment pas quelque chose d'accessible. Quand est-ce que tu l'as su que c'était possible? Ou du moins, quand est-ce que tu as vu l'exemple devant toi qui t'a rendu le truc réaliste? Ben, je te dirais que quand j'ai toujours écrit, depuis, j'ai toujours écrit d'une façon ou d'une autre. Tu sais, je te parle de... Quand j'étais au secondaire, je pense en secondaire, admettons 3, il fallait écrire des nouvelles.
à l'école. Man, tu sais, en ce temps-là, on avait un esti de cahier Canada, man, on écrivait... à la main, là. Tu sais, on écrivait à la main, bon, ça, là, ça a l'air d'être les années 30, là, mais il y avait de l'électricité pis tout. Et il y a un prof à mon école secondaire qui s'appelle Régent Roy. OK. Qui était, je pense, un prof très malheureux, là. Un type qui voulait pas être là, qui était jeune, puis qui fait, je pense, plus ça. Aujourd'hui, je l'ai recroisé des années plus tard, puis il était plus là-dedans du tout. Et Régent Roy, il m'a vraiment beaucoup encouragé à écrire. Puis même, je te dirais, évidemment, avant ça, mes frères m'ont encouragé à écrire parce que quand j'étais au primaire, on avait dû écrire un conte à un moment donné. J'avais écrit un conte qui s'intitule Joe et Jack de bons vieux amis. L'histoire de des gars qui fument des clopes puis qui gagnent la 649. OK. Et ultra réaliste aussi, comme oui, exact. Comme oui, idée, là. Oui, vraiment. Tu vois mon univers. Hyper réalisme. Et donc, mais mon frère était déjà complètement fan, tu sais. Puis là, ensuite, Régent Roy, mon prof de français au secondaire, qui m'écrivait sur mes comptes des mots très encourageants, tu sais. « Hey, Guillaume, c'est toujours un plaisir de te lire. » Mais tu sais, pour un kid qui est un peu perdu, puis tu sais, moi, je venais de la maison des fous un peu, tu sais, j'ai toujours eu l'impression de vivre un petit peu de façon, des fois, alternative. Puis, bref, là, tout d'un coup, je recevais beaucoup de validation. Puis ensuite, à l'Université Laval, j'ai pris un cours d'écriture théâtrale. Là aussi, c'était validé. C'était tout le temps validé, en fait. Ça a été beaucoup validé. Fait qu'à un moment donné, moi, dans ma tête, il y avait un signal dans ce sens-là, mais j'avais aucune idée de comment ça pouvait se cristalliser dans un monde professionnel. Mm-hmm. Puis, quand on a fait Frank et Girard, à un moment donné, nous autres, là, on travaillait à partir d'un médium qui était déjà tout formaté. Le show de TV existait. C'était un format canadien que les gars originaux, donc Kenny et Spenny. OK, c'était ce show-là, Frank versus Girard, qui était présenté sur... Je me rappelle plus... Écoute, c'était une affaire ça s'est baladé un peu, là. Ouais. Eux autres, là, les gars, ils ont créé ce format-là dans l'esprit de... Jackass, je dirais. C'est ça. C'était un petit peu l'époque des jeunes hommes blancs fâchés qui font des affaires qui font mal. Et eux créent ce format-là qui s'appelle Kenny versus Penny. Qui est très populaire aussi. Très populaire. Ils ont vendu ça dans le monde. Ouais. Un des deux gars, à un moment donné, s'est mis à aller travailler un petit peu plus aux États-Unis. Là, il y a eu vraiment comme un hype. Ouais. Ils ont dû faire de la grosse argent avec ça. Ouais. Et donc, nous, quand on a fait Frank et Girard, c'était la version adoucie pour enfants ou adolescents. Ouais. La commande était amener des garçons de 15 ans à Vrac. Et nous, la production, donc, nous parlait de ça, puis le show, il était déjà tout formaté. On faisait juste remplir les trous avec une structure super solide. Tous les épisodes commencent avec Frank et Girard sur le sofa. Cette semaine, c'est qui peut manger le plus de bines? Là, ensuite, on va voir Frank. Frank partage sa stratégie. Girard partage sa stratégie. C'est toujours la même chose. Frank veut un maximum de résultats en déployant le minimum d'efforts. Ouais. Girard veut... C'est l'inverse. Ouais. Minimum de résultats, maximum d'efforts. Tu sais, s'il y a un prof d'université qui a déjà fait sa thèse de doctorat, c'est bin, je le rencontre. Bon, tu sais, tout ça était... Fait qu'on remplissait les trous, mais on travaillait avec des scénaristes. Il y avait d'abord un scénariste, Benoît Roberge, qui a vraiment créé le show avec nous autres, mais ensuite un autre, puis un autre. Puis, là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, Frankie a dit « Mais nous aussi, on devrait en écrire. » Parce que c'est pas si compliqué que ça, parce qu'on est plongé dedans, parce que Frankie, lui aussi, déjà à l'époque, il avait des velléités d'écriture. Ouais. Fait que c'était comme, ben oui, puis là, tout d'un coup, on va avoir des crédits dans le monde officiel de scénariste. Oui. Fait que c'est là, tout d'un coup, tu sais, j'étais comme, ouais, ok, ouais. Puis ensuite, de là, j'ai un peu gradué, si tu veux, vers de la scénarisation télé sur des émissions. Mais quand même, il y a une grande différence entre Frank versus Girard dans laquelle tu pouvais écrire, t'écrivais pour toi.
tu connaissais le format, tu savais déjà un peu comment tout ça allait sortir. Ça, il y avait un plaisir d'écrire pour du direct dans une certaine façon. Alors que quand tu te mettais à écrire, quand tu t'es mis à scénariser justement pour des séries dans lesquelles tu participes pas, là, il y a quand même cette espèce d'abandon de tes idées qui devait être assez difficile. Non, pas difficile parce que... Mais c'est sûr que c'était toute une transition. C'était très naïf de croire qu'à partir... Un scénario de Frankie Girard, là, c'était pas compliqué à écrire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de didascalie. Tu sais, c'était un canevas de mise en situation. Là, quand tu gradues vers ce que j'ai fait à cette époque-là, donc des courts-métrages, d'un côté, puis d'un autre côté, de la scénarisation de télé dans toute la machine, puis tout ça, tu sais, j'étais pas bon, là, puis personne pouvait savoir, là, tu sais, en télé, c'est comme si on n'a pas de temps à perdre, là, faut que tu sois tout de suite bon, faut que tu livres tout de suite. Fait que, tu sais, j'en ai rencontré des petites difficultés, puis là, à un moment donné, je sentais là, que ce que je livrais, ça marchait pas. Mais, tu sais, j'étais dans la machine, là, puis la machine, elle roule, là. Fait qu'il y a tout eu il a fallu que je fasse un travail très profond d'éducation par moi-même suite à ça. Parce que je sentais que le travail que je faisais, il était pas bon. Puis je le sentais aussi dans mon travail en court-métrage, même si c'était fait de façon un peu plus amateur ou en tout cas DIY. Là, tout d'un coup, j'étais comme, man, on dirait que j'essaie de faire des affaires, puis j'y arrive pas tout à fait. Puis, tu sais, les courts-métrages, je connaissais beaucoup de succès quand même, là, ce qu'on faisait, mais je sentais que j'étais techniquement pas à point. Puis ça me dérangeait. Fait que je me suis mis à essayer de m'éduquer par rapport à ça. C'est où que t'es allé pour ça? Ben, où tu penses? Avec des livres. Une couple de livres de classiques, d'écriture. Exact. Mais tu t'es arrangé tout seul. Ouais. Okay. C'est ça qui est arrivé. J'étais un peu seul. Je pense pas être je pense pas être un type qui apprend très, très bien dans la vie. Fait que ça a été comme un peu long. Tu sais, là, partant du principe que je serais capable, à l'heure actuelle, aujourd'hui, de bien écrire un film ou un scénario, là, mettons que c'est ça la prémisse avec laquelle on travaille, ben, j'ai commencé à peu près au même endroit que tout le monde, c'est avec Sid Field. Okay. C'est comme un peu le premier, pas le premier, là, mais il y en a d'autres, mais le gourou, le original gangster là, de la scénarisation. Okay. Sid Field. Le livre, c'est quoi? Il y en a plusieurs, là, qui en a écrit plusieurs. C'est un type, d'après moi, qui a connu un certain succès avec ça. Parce qu'il y a... le Hollywood, c'est comme une terre promise. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'espoir d'un jour être scénariste à Los Angeles ou tout ça. Puis bref, celui que moi j'ai lu, puis qui m'a vraiment striké, c'est The Screenwriter's Workbook. Une affaire comme ça. Fait que Sid Field, essentiellement, ce qu'il nous dit, c'est une histoire, en se référant à un scénario, là, mais un scénario de film, ça a 3 actes. Un début, un milieu, puis une fin. Comme à l'opéra. Même chose. Tu sais, c'est super basique. Puis, tu sais quoi, je crois quand même je trouve que Sid Field, là, il simplifie beaucoup, mais c'est une super porte d'entrée vers les techniques de scénarisation. Puis c'est très... Pour moi, là, l'approche des 3 actes, là, c'est très fonctionnel dans son principe. Une histoire, et tous les films ne sont pas des histoires. OK? Mm-hmm. Une histoire, ça a un début, un milieu, puis une fin. Ça, là, pour moi, c'est super simple à comprendre, à appliquer. Ça nous, tu sais, puis les chances sont que ton début puis ta fin, ben c'est pas les parties les plus longues de ton récit. Hein? Tu sais, c'est plus comme une sorte de... Puis là, si tu peux utiliser ça de toutes sortes de façons, puis tu sais, parce que dans le sens qu'en humour, c'est la même chose. J'allais dire ça. Les mêmes choses, la construction d'une blague, d'une joke, c'est la même chose. C'est 3 actes. Ouais. Bon, puis, tu sais, donc, dans ce cas-ci, ça serait... c'est toujours le même principe, une hypothèse, une thèse puis une synthèse, là, disons. Là. Ouais. Fait que, tu sais,
je pense que ça s'applique. Je pense que ça vient aussi d'une façon dont notre cerveau est construit, le cerveau humain. Je pense que le cerveau fonctionne comme ça. Fait que c'est pas un hasard. Là. Je pense que ce principe des 3 actes-là, il correspond à la nature humaine. Et si ce que tu veux, c'est raconter une histoire. Puis là, après ça, cette théorie-là, ben, même cette pratique-là, elle se complexifie parce que on va ajouter certaines charnières qui sont, je pense, inévitables. On doit absolument les rencontrer si on veut créer un récit. Un climax. Je pense qu'il faut un climax dans un récit. Je pense que toutes les histoires, c'est super important, doivent nécessairement, là, par la force des choses, raconter un changement. Fait qu'est-ce que c'est un changement à l'intérieur ou à l'extérieur du héros, de l'héroïne, ou est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose change. Des fois, c'est le monde autour du héros, de l'héroïne. Là, un exemple patent, c'est Paddington 2. Si tu as vu Paddington 2, Paddington change le monde autour de lui, vraiment de façon très, très tangible, avec sa bienveillance. Et donc, la prison, si tu te rappelles bien, il rentre dans une prison grise, puis il sort de là, puis la prison est rose. Oui. Parce à force d'accidents, puis de drôles d'événements liés à ses bonnes intentions, puis à sa bienveillance, le monde change autour de lui, puis la population de la prison change aussi, puis bon, tout ça. Fait que des fois, c'est ça, ou alors des fois, c'est le héros comme tel qui change. Un exemple très probant de ça, c'est le parrain. Ouais. Parce que Michael débarque au début du parrain dans un party avec sa blonde. Il est habillé comme un soldat décoré, ce qu'il est. Il revient de la guerre, puis il dit à sa blonde, ben, voici ma famille, et je t'avertis, je suis pas comme eux. Moi, je suis pas ça. Puis elle a dit, mais pourquoi? Puis évidemment, on comprend assez vite pourquoi, parce que sa famille, c'est... Mais à la fin du film, Michael a tué des gens pour venger son père. Puis il est lui-même habillé. Et on lui embrasse la main. Puis on lui embrasse la main et il est devenu le parrain. Donc, il passe d'être un soldat décoré qui peut être, je sais pas quoi, honnête, whatever. Fait que toute cette notion de changement-là, c'est au cœur du travail de scénariste ou de raconteur d'histoire, je pense. Puis ça, tu as découvert ça justement dans ce bouquin-là? J'ai découvert ça dans ce bouquin-là, mais ensuite dans les 25 autres que j'ai lus, puis dans les recherches complètement obsessives. Et dans les films que tu observais parallèlement, ou le théâtre, ou quelque chose. C'est ça, c'est ça. Mais après ça, tu sais, la narration, le récit, c'est moins important au théâtre. Le théâtre, il y en a souvent, tout ça, mais le théâtre, il est plus attaché à des formes, à de la poésie, à la limite. Tu sais, ça reste quand même une autre bébite, un peu, là. Oui, absolument. Puis, donc, tu prends ces années-là, comme tu dis, ça prend du temps. Ça prend du temps à assimiler toutes ces connaissances-là, les mélanger, faire des essais-erreurs. Ouais. À quel moment t'as comme senti que là, ça fonctionnait mieux, justement, dans ton écriture? Je le sens pas encore. Tu le sens pas encore? Et c'est bien. Et c'est bien que tu le sentes pas encore, parce que ça t'amène justement à te dépasser. Mais il y a quand même des moments où tu as fait « OK, là, ça fonctionne mieux. » Mais c'est plein de moments. L'écriture de films, moi, ça commence beaucoup avec mon chum Yann Bains, que tu connais. Oui. Puis là, on écrit des courts-métrages. Puis là, notre ami Seb Tran réalise des courts-métrages. Puis là, on a un certain succès avec ça. Puis Yann, il a un très, très beau et très, très bon cerveau qui nous fait faire des bonnes choses dans ça, puis qui nous aide, puis tout ça. Puis parce que lui, je sais pas quoi, là, il y a une compréhension peut-être plus instinctive que moi du médium. Fait que notre collaboration a fleuri beaucoup. Puis, à un moment donné, on écrit un long métrage. Puis, on fait pas de demande de bourse ou d'affaires. On écrit un long métrage. Pour le trip. Pour le trip. Pour essayer de comprendre c'est quoi, quel souffle ça demande, puis tout ça. Puis, le film a jamais été produit. Mais partout où on l'a envoyé, on a reçu beaucoup de feedback positif.
il y a beaucoup de gens, il y en a du monde qui ont voulu le faire, ce film-là. Puis ça, veut pas. Donc, on écrit en s'instruisant, en s'éduquant. Puis là, à un moment donné, tu sais, on voit bien qu'on fait quelque chose comme faux parce qu'on a tellement de retours positifs. Fait que ça a été aussi un gros déclencheur. Puis là, tu dis, on est proche de toucher quelque chose qui va... Ouais, on sent là, que ça marche, là, qu'il y a... Tu sais, puis là, tu sais, il y en a du monde qui nous dit, ben attendez un peu les gars, là, on pourrait peut-être le faire, votre film, puis blabla. Fait que... Puis là, même, éventuellement, je commence à obtenir des contrats sur cette base-là. Fait que la série sur laquelle j'ai travaillé, pour Toujours plus un jour, ça vient, c'est né un peu de ça. C'est des producteurs qui ont lu ce scénario-là puis qui m'avaient dit à la base, ben on a déjà un show de TV en développement qui ressemble beaucoup à ça. Fait que là, au début, c'était non. Puis à un moment donné, 1 an plus tard, hey, mais ça te tenterait-tu d'écrire sur le show? La personne qui devait le faire, elle peut plus. OK, je comprends. Fait que c'est comme si c'est devenu une formidable carte de visite pour nous. Une preuve que tu es capable d'écrire. Exact. Il y a ça aussi, c'est super important dans le milieu de la TV. Tout le monde veut la preuve. Et cette preuve-là, c'était ce scénario-là qui n'a jamais... C'est un film de placard, dans le sens qu'il est au repos. Oui. Il est au repos. Tous les scénaristes, je pense, ont des films de placard, justement. Seigneur, oui. Je pense que oui. Moi, je dois avoir... Combien? Ben, déjà, plusieurs. Là, beaucoup. Il y a des courts-métrages que Yann et moi, on a déjà écrits qui n'ont jamais été faits. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce cinéma-là? Tu sais, avec ces films-là? Est-ce qu'on les prend puis on se dit, on les laisse de côté? Est-ce que des fois, il y a une envie de repiger, de le reprendre, de le retaponner? Bien sûr. Ou des fois, il y a de l'abandon pur et dur aussi? Oui, je pense que toutes ces réponses sont bonnes. Moi, je rêve encore que ce film-là se fasse un jour. Puis je pense que ça se pourrait. Mais il m'a beaucoup amené. Tu sais, je pense que ça serait pas non plus si grave que ça. Parce que j'ai appris, parce que tu sais, j'ai obtenu du travail avec ce scénario-là. C'est comme si ça fait partie de la game. Oui, ça fait partie de la game. Puis la plupart des gens qui connaissent pas nécessairement ce milieu-là ne le savent pas. Tu sais, que à chaque film qu'on regarde, il y en a une tonne qui sont écrits puis qui n'existeront pas. Tu sais. Bien sûr. Puis encore bien plus de projets. Tu sais. Moi, dans les dernières années, là, des séries que j'ai développées, des projets que j'ai développés, là, sans nécessairement dire j'ai un scénario. Juste pitcher l'idée générale. Créer le document de présentation, tout ça, il y en a, je sais pas, une demi-douzaine, certainement. Là. Dans les dernières années. Bien sûr. Tu sais, c'est vraiment énorme. Mais après, il y a toutes sortes de facteurs là-dedans. Tu sais. Quand on regarde le milieu de la télé, là, c'est comme si on regardait une voiture. On voit juste la carrosserie. Ouais. Mais là, en arrière de ça, il y a tout un moteur, il y a tout un système mécanique qui obéit à toutes sortes de contraintes et de perspectives très précises. C'est pas... Tu sais, puis je dis ça sans aucune amertume, là, mais c'est pas les meilleurs scénarios de films de l'année qui sont produits. Là. C'est pas de même, ça marche. Là. Tu sais, ça se peut pas, déjà, c'est trop subjectif, etc. Mais c'est aussi que à un moment donné, il y a des contextes, il y a des pressions, des leviers, il y a des gens qui, à un moment donné, c'est eux autres qui doivent faire des films en ce moment, pour une raison ou une autre. Ou alors, peu importe, tu sais, en télé, les vedettes, là, la question des vedettes, là, on en parle un peu au début, mais c'est super important. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je te dis ça, à un moment donné, moi, je crée des choses, j'essaie que ça soit vraiment bon puis pertinent, mais des fois, je suis pas la bonne personne, ou les qualités de ce que je fais sont pas les bonnes, ou la pertinence que j'essaie de mettre en valeur est pas celle que le monde dans lequel j'opère veut voir se matérialiser. Fait que, tu sais, faut dealer avec ça. Si je donnais le cours de scénarisation à l'UQAM ou à l'INIS, c'est la première affaire que je transmettrais à mes étudiants.
Pensez pas que c'est parce que vous avez fait un travail de très, très grande qualité que ça va nécessairement fonctionner. Il y en a d'autres, des qualités que vous allez devoir développer à l'extérieur de votre craft. Quand tu es un scénariste, il faut que tu fasses de la politique. C'est obligatoire. Pas de la politique nationale, mais il faut que tu sois capable de dealer avec toutes sortes de contraintes de gens qui commandent ce que tu fais. Puis qui le commandent pas de la bonne façon. Puis qui font pas les bons commentaires. Puis qui sont maladroits. Puis ça, là, ça fait pas... Si toi, tu peux pas dealer avec le fait que des gens vont les mettre leurs pattes dans ton texte. Mais à tout le moins, émettre des opinions à son sujet, tu peux pas être scénariste. Tu sais, ça se peut pas vraiment. Puis, tu sais, je te parle pas de gens malveillants, mal intentionnés ou nécessairement incompétents. Mais il y en a, là, des gens qui vont... Fait qu'il faut que tu sois capable de faire ça. Faut que tu sois capable de travailler dans la durée. Faut que tu sois... Tu sais, c'est tout un paquet un set de qualités que tu dois développer pour écrire. C'est pas juste écrire des bons scénarios. Non. Et toi, t'es très structuré. Tu sais, moi, je le sais que combien de fois... on va se prendre un verre, tu attends. Faut que j'écrive entre telle et telle heure. Il faut que j'écrive. Ouais. J'ai quelque chose à écrire. Je suis très discipliné. Oui, c'est bon ça. Tu sais, ça c'est sûr. Structuré, j'essaye. Je sais pas à quel point, mais j'essaye certainement de l'être. Je te dirais que dans la mesure du possible, tu sais, chaque jour que le bon Dieu amène, j'essaye de mettre des mots sur des pages. Là, on parle beaucoup de scénario, on parle de scénarisation. Tu joues encore? Oui. Quand ça arrive, évidemment. Oui, peu, mais oui, peu. De temps en temps. Tu trouverais-tu plus? Tu préférerais-tu plus? C'est dur pour moi de répondre à cette question-là là, de façon 100%. Tu sais, j'aime ça jouer, mais j'aime pas beaucoup la vie d'acteur. C'est-à-dire? Moi, le jouer dans le film, là, jouer dans le show de TV, j'aime ça. Mais tout ce qui vient autour de ça, ça me demande de fournir un carburant que j'ai en petite quantité. Donc, de représentation. Passer des auditions, de représentation, de lifestyle, à la limite. Tu sais, les acteurs, ils travaillent pas 300 jours par année, là. Tu sais, il y a c'est toute une vie qui est passée autour de la préparation d'un relativement petit nombre de jours. Tu sais, bon. Tu sais, fait que pour que ensuite, tu sais, j'aime ça intervenir dans le contenu, moi. Faut que je puisse un petit peu mettre mes mains dans le contenu, mais c'est pas tout le monde qui veut que les acteurs gossent dans leur scénario. En fait, la plupart du temps, non. Ben, souvent, ça dépend, tu sais, je te dirais que en tout cas, tu sais, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles, ça dépend des réalisateurs, ça dépend d'un paquet de trucs. En toute honnêteté, tu sais, je sais pas à quel point je suis un acteur brillant. Tu sais, je pense que je peux faire des affaires bien, tout ça, mais je pense que tu sais, j'ai des attributs ou tu sais, je sais pas à quel point j'étais un bon acteur, là, mettons, pour le présenter très simplement. Fait que des fois, le bon projet se présente, puis je le fais avec plaisir. Ouais. Puis des fois, des amis me proposent aussi des rôles, parce que là, commence à faire un petit moment que je suis là. Puis là, ça aussi, ça me fait plaisir, parce que j'aime travailler comme ça. Mais dire, un parfait inconnu me demande de faire une affaire là, ça m'insécurise beaucoup, je te dirais. Ah, je comprends. Puis là, il y a la mise en scène aussi. Ça, on n'en a pas parlé encore. Ouais. Ben, quoi, pourquoi tu ris? Est-ce que t'en fais? Ben oui, j'en fais. Ben, parce que je ris, parce que je fais beaucoup de choses différentes dans la vie. Oui. Puis là, on n'a même pas parlé de stripper des maisons puis toute cette passion au bricolage que tu as. Oui. Ça pourrait être, en fait, ça serait le sujet complet d'un autre podcast. D'une série complète de podcasts. Mais parlons de mise en scène alors. Parce que la mise en scène, t'as fait de la mise en scène de théâtre, mais t'as beaucoup travaillé dernièrement avec des humoristes. Ouais.
Écoute... Est-ce que tu as écrit pour des humoristes, ça? J'ai oublié ça. Il me semble que Pas vraiment. Pas tant. Pas vraiment. Tu sais, Conseiller. Exact. Ouais. Moi, dans mon... Tu sais, la mise en scène d'humour, tu sais, on dit metteur en scène, là, mais j'oserais prétendre que c'est pas de la mise en scène. Hey, t'as gagné un trophée, d'ailleurs, pour ça. Exact. C'est quoi que t'as gagné? Non, j'ai oublié. J'ai gagné... un Félix? Un Félix, exact. Mise en scène pour Pierre-Yves Roy Desmarais, ouais. Joke, chapeau, maman, magie, piano. Qui va être présenté au Centre Bell. En finale, non, c'est ça? Ouais, il y a une version un peu repensée, repatentée. Pour ce lieu-là. Que tu vas aussi travailler un peu dessus. Je vais peut-être donner des petits coups de main, disons ça comme ça. Ouais. Ben, regarde, quand même, t'étais récompensé. Oui. Pour cette mise en scène, donc ça doit bien sûr. marcher, ça. Ben, c'est-à-dire que je pense que oui, c'est un super show d'humour. Pierre-Yves m'a demandé de l'accompagner là-dedans. Moi, j'ai travaillé chez Juste pour rire dans les dernières années. J'ai sur les galas Juste pour rire, tout ça. Et puis, j'ai aidé Jay. J'ai fait de la mise en scène pour Jay aussi. Puis, tu sais, c'est quelque chose avec lequel j'ai une certaine facilité, je pense, d'accompagner des artistes dans la création de leur projet. Puis, entre autres, je pense que pourquoi je pense que t'es bon aussi là-dedans, c'est que, comme tu disais tantôt, t'as une pas pire expérience de recevoir des commentaires. Tu sais comment livrer d'une bonne façon un commentaire à quelqu'un. T'sais. Sûrement, exact. Sûrement qu'il y a de ça, puis c'est peut-être pour ça que le monde aime ça aussi travailler avec toi, parce qu'ils savent que t'es pas méchant. Non, bien sûr. Comme tu disais, t'es pas malveillant, puis t'essaies toujours de trouver la bonne façon d'arrondir les choses. Puis, et aussi, il faut quand même, en tout cas, livrer des messages de façon directe. Tu sais, quand tu travailles avec des artistes à un moment donné, puis que ces artistes-là s'en viennent connus, puis s'en viennent très populaires, il n'y a pas assez de monde qui leur dit « ça, c'est pas bon, là. On fait pas ça, là. Ça marche pas » ou juste « ça marche pas dans ton show. Ouais. Tu sais. Ça n'a pas d'affaire là. Puis, je pense humblement que je suis aussi capable de faire ça. Je suis aussi capable de dire à des artistes, à des humoristes, tout ça, c'est pas assez bon. Ouais. Ça va pas, c'est pas à la hauteur de ce que tu peux livrer. Dans le contexte, puis dans le milieu. Exact. Ou des fois, la joke est pas nécessairement prête. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut savoir aussi que, tu sais, je te dis des affaires que j'ai ressenties, puis peut-être je me trompe, mais l'humour, c'est un monde qui est très corporatif. Puis moi, mon approche est plus artistique, puis je pense que les humoristes aiment ça. Je pense que à un moment donné, les humoristes aiment ça, discuter de façon plus artistique. Aussi, je me mêle pas des jokes. Les jokes m'intéressent pas. C'est pas là-dessus que je travaille avec eux autres. Tu sais, je m'implique dans le contenu. Ouais. Mais les jokes, pour moi, c'est pas mon département. Non, mais je sais que quand tu dis impliqué dans le contenu, tu sais, je sais que quelquefois qu'on était voir des shows, tu sais, des fois, souvent, tu disais, il y avait une prémisse, quelqu'un partait sur un truc, puis il changeait de joke, puis souvent, tu dis, ah non, reste encore 2 minutes, ouais. Reste encore là-dedans, ouais. T'as pas fait le tour de l'affaire. T'as pas fini. Puis ça, je sais que souvent, t'avais des frustrations avec ça. Tu sais, on finissait un show, tu disais, c'était bon, mais il y avait tellement à faire avec ce matériel-là, bon, on n'est pas allé, tu sais. Ouais, c'est très particulier à l'humour. Le processus de création de l'humour, c'est spécifique. L'humoriste est tributaire du public. Ouais. Il construit son matériel en petits bouts qu'il présente devant des gens dans des bars, admettons, en rodage. Et si ça rit pas, c'est pas drôle. En effet. Tu sais, c'est presque scientifique. C'est pour ça que je me mêle pas des jokes. Parce que si, tu sais, je vais me prononcer, mais c'est comme s'il arrive à un moment donné où la justice divine a parlé. Ouais. Oui, c'est drôle, Chris. Ça fait 50 soirs d'affilée que j'ai fait, puis le monde rit. Ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Fait que moi, c'est plus sur des questions conceptuelles ou justement des questions narratives ou des questions de contenu ou de médium. C'est plus sur ces choses-là que je m'arrête puis que je discute avec eux. Puis à un moment donné, les jokes, je les laisse aller. Mais je peux te dire que
de ce que je peux observer dernièrement, il y a de plus en plus d'humoristes, puis ça me plaît bien, qui créent des spectacles qui sont entièrement dédiés à un seul sujet ou un seul thème. Ah oui, mais ça, c'est très européen, ça. Ouais, tu sais... British, très, très, très anglais, tu sais. Écoute, tu connais mieux ce monde-là que moi, je pense. Là, tu sais, genre, moi, ultimement, j'en vois pas tant que ça de l'humour, mais je peux te dire que ça, c'est une tendance que j'observe. Qui est le fun. Oui, moi, j'aime ça beaucoup. Puis, en tout cas, quand Just for Laugh, on le voit quand ils viennent, puis qu'il y a un gars qui vient sur la scène, puis qui fait Let's talk about my dad. Puis là, 1 heure passe, puis on a rien que parlé de son père. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là. Et c'est parfait. Mais c'est qu'en tout cas, moi, comme spectateur, personnellement, je me sens mieux nourri. Ben, c'est théâtral encore. Ça vient au théâtre, quand même. Peut-être. Ça vient à ton amour du théâtre. Peut-être. Je pense. Peut-être. Je trouve en tout cas que que typiquement, là, quand c'est bien fait, évidemment, comme spectateur, je rentre chez nous et j'ai plus de matière, on dirait. J'ai plus de... Le spectacle a souvent eu plus d'impact tu sais, je suis un spectateur très critique, puis très sensible, comme peut-être trop sensible, mais pour moi, quand le spectacle est dédié à un seul thème, je rentre chez nous, on dirait mieux accompagné. Ouais. Puis il y en a. Puis c'est vrai que de plus en plus, c'est en train de se faire. Même au Québec, tu dis? Ouais, définitivement. OK. Ah, c'est cool, ça. Ceci dit, tu sais, des fois, le sujet ou la thématique, ou en tout cas cette notion-là, là, elle peut s'appliquer dans la forme seulement. Oui. C'est comme, ça peut être juste... Mais je trouve quand même que c'est ce qui est le plus intéressant. Là, je pense un bon exemple de ça, d'un humoriste qui fait ça, pas au Québec, mais aux États-Unis, c'est Mike Birbiglia. Oui, que j'ai pas vu le dernier, que j'ai tellement hâte de voir. En fait, il fait off-Broadway en ce moment, puis les critiques sont comme... Mais ouais, c'est un très très bon spectacle, puis très beau, puis très drôle. Puis touchant aussi, apparemment. Vraiment, puis c'est ça, tu sais, lui dédie son spectacle à une seule notion, tu sais. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, puis je sais, puis cette affaire de notion-là, tu me l'avais déjà livré à quelques reprises, en fait. Avec des shows que je faisais, puis tu sais, tu me disais, quand j'ai fait un show justement avec Philippe, et tu disais, c'est quoi ce show-là? Puis là, tu me disais, c'est important que tu écrives toujours une phrase qui va résumer tout. C'est quoi ce show-là? De quoi ça parle? De quoi ça parle? C'est full important. Puis c'est pas obligé d'être sérieux, c'est pas obligé d'être, tu sais, évidemment. Là, non. L'idée, c'est pas que ça parle de quelque chose au sens de message social ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'est très aidant de savoir ce qu'on veut dire avec quelque chose pour le mettre en forme. Oui. Puis c'est comme ça que je travaille avec les humoristes aussi. Quand je dois faire la mise en scène d'un spectacle complet, là, d'un humoriste, ma première question, c'est de quoi ça parle? Ouais. Si on peut synthétiser toute la volonté qui est derrière le spectacle dans une seule phrase ou un seul concept ou tout ça, bien, on va repartir de ce concept-là. Puis là, on va déterminer les règles de notre jeu. Formelles et en termes de fond aussi. Ouais. Est-ce que tu as une... tu sais, t'as écrit une pièce de théâtre pour enfants pour moi puis Molinari. Tu coaches justement des humoristes, t'écris des films, t'écris de la télé, t'as animé de la télé. C'est super varié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur ta liste que t'as pas encore fait que tu veux faire? Ultimement, on dirait que je suis encore épaté, surpris que t'as pas sorti un premier bouquin, là. Personnellement, je suis surpris de ça. J'ai pas de plan, moi, tu sais, ça fait partie du problème, là. J'ai pas de stratégie. Mais faire un livre? Oui, à un moment donné, je vais certainement faire ça. Tu sais, c'est comme si, de toute évidence, il y a beaucoup d'affaires qui m'intéressent, puis, tu sais, j'en ai tellement des idées, il y a tellement d'affaires, j'ai toute envie de les faire, les affaires. Tu sais, c'est extrêmement dégueulasse, ce que je m'apprête à dire, mais c'est aussi un peu vrai. Moi, là,
la pratique artistique, ça a comme sauvé ma vie. C'est comme vital. Fait que mon amour, il est pas la moitié de quelque chose. Je suis fou d'amour pour tout ça. J'étais un spectateur avide de théâtre, de cinéma, de whatever. Puis t'es game d'aller voir tout ça, je dois quand même le confirmer. On est allé dans des drôles de places, ça, puis moi. Ouais. Puis t'es toujours partant, puis t'as toujours tu fais toujours l'espèce de reset avec tes yeux, puis tu fais OK, on donne une chance à ce qui se passe là devant mes yeux. Donc ça, c'est cool. Fait que, donc, tu sais, il y en a plein d'affaires, mais c'est sûr que aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce que t'as pas fait que tu voudrais faire. Il y a beaucoup de choses, mais tu sais, par exemple, j'aimerais écrire une comédie musicale à un moment donné. Ah ouais? Ouais. Pour le cinéma, je pense que j'aimerais bien ça. Ça serait cool, ça. Ce serait vraiment cool. C'est super cool. C'est un médium. C'est malade. Ouais, c'est un médium qui... C'est drôle, hein, ça passe ou ça passe pas. Il y a du monde qui sont incapables. Ouais. Moi, je peux en prendre une quantité de même pas aider. Une comédie musicale, je trouve ça trippant. Je trouve que c'est... Ça peut aller dans... En tout cas, ça peut aller dans tous les sens. Ouais. Ça peut être drôle, ça peut être tragique, ça peut... Ouais. Mais tu sais, on parle beaucoup quand même de faire rire et tout ça, mais t'es quand même un gars qui aime le drame, là. Ouais. C'est juste qu'avec la face que j'ai, ça va moyen. C'est de la comédie que je fais. C'est elle qui m'a choisi. On peut pas nier le physique. Avant de passer à la prescription, je tiens quand même à faire des merci à toi particulièrement parce que tout ce projet de podcast a quand même pris un temps avant de t'appeler à venir parce que, je t'ai gêné, intimidé, parce que je t'aime beaucoup. Puis aussi parce que t'as quand même, tu m'as chapeauté là-dessus. Tu sais, t'es la première personne que j'ai appelée quand j'ai comme décidé de vraiment me lancer. Ouais. Tu m'as comme confronté sur 2-3 affaires. T'es comme, OK. T'as trouvé le titre avec moi. La prescription du docteur Lambert. Ouais, c'est toi qui as trouvé le titre. T'as écouté les premiers épisodes, tu me donnais des petits commentaires, tout ça, tu sais, puis t'es quand même la personne envers qui je roule tous mes projets créatifs. J'y passe tout par toi. Puis... ouais, peut-être que je cherche une validation, mais surtout parce que je te fais confiance et que tu es une chouette personne. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tu es bien fin de me dire ça. C'est évidemment la moindre des choses. Et allons à la prescription. Alors, pour aller dans cette prescription, quand même, il faudrait dire que toute cette conversation-là aujourd'hui, là, qui lead vers la prescription, c'est quand même très typique de notre relation à nous deux, de juste jaser d'un paquet de cossins qui va dans tous les sens. Deux gros geeks. Et là, mettons, hey, t'as-tu vu ça? Alors, on est rendu à ce segment-là qui m'excite bien parce que tu m'arrives toujours avec des bonnes choses. Ouais, ben écoute, je me suis fait une petite liste hier soir. Here we go. La prescription de Guillaume Girard. Non, mais je te partage toutes sortes de projets, d'affaires que j'ai vus, que j'ai lus, qui m'ont touché je dirais dans les dernières années. Ouais, c'est bon ça. J'ai essayé de rester le plus proche possible là, en termes temporels. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, le premier livre que je te partage, c'est un livre d'Iris Bray qui s'appelle « Le regard féminin ». OK, je connais pas. J'ai été en contact avec ça en écoutant un podcast qui s'appelle « Les couilles sur la table ». Okay. Très, très bon podcast féministe. Je suis peux pas t'expliquer exactement pourquoi, mais je suis très, très touché par les questions dont on parle en ce moment dans la société par rapport à la misogynie, puis le féminisme, puis tout ça. Puis l'animatrice du podcast s'appelle Victoire Tuaillon et elle a reçu à son podcast une femme qui s'appelle Iris Bray qui parle donc de regard féminin au cinéma.
et en audiovisuel en général, là, mais plus spécifiquement pour le cinéma. Cette femme-là a écrit un livre qui s'appelle « Le regard féminin ». Je l'ai tellement aimé que j'ai acheté toutes les copies qu'il y avait au port de tête pour pouvoir les offrir, puis tout ça. C'est extrêmement intéressant parce que, pour moi, ça ouvre la porte à une nouvelle iconographie. OK. C'est très tangible. Donc, l'épisode du podcast où elle était invitée est fantastique. C'est un épisode en 2 parties que tout le monde qui fait nos métiers devrait écouter. Mais sa pensée, puis c'est vraiment super brillant, super positif, constructif. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là. Tout comme tu sais, j'aime beaucoup la bande dessinée. Moi, je suis né un peu en lisant sur une pile de bande dessinée, puis mon frère m'en a fait beaucoup lire. L'album qui m'a le plus plu dans les dernières années, je t'en ai sûrement parlé, c'est un album d'un BDiste qui s'appelle Brecht Evans. Ouais. Ça s'appelle Les Rigoles. Oui. C'est vraiment très bon. C'est mon ami Alex qui m'a fait découvrir ça. On la salue. Au niveau cinéma, Oui. une passion qu'on partage. J'ai trois films qui m'ont spécifiquement touché dans la dernière année. After Sun. Ah ouais, mais ça, c'est mon film de l'année. Ben, je pense que moi aussi, là, ultimement, je veux dire, je sais pas comment battre. Et puis c'est un premier long métrage en plus. Ouais. C'est ça qui m'est. Très incarné. Très incarné. Très bien joué. Très bien joué. C'est très personnel. J'ai trouvé bien dans le meilleur sens du terme. J'ai dit 3, je vais en dire 4. Ok, vas-y. 2 documentaires. Oh. Fire of Love. Pas vu. C'est quoi ça, Fire of Love? C'est-tu le truc des National Geographic, les 2 qui sont allés sur des volcans? Exact. Ça? 2 volcanologues français. J'ai vu ça au cinéma moderne l'autre jour. Ben, tu sais, c'est le fun, le cinéma moderne, ils ont une espèce d'écran où il y a plein de publicités de films, puis il y avait ça, puis ça avait l'air. Écoute, je l'ai vu 2 fois. Je suis allé 2 fois le voir au cinéma. OK. Vraiment comme dans les années 80. Et il y a une scène sur une tune de Brian Eno. OK. Où les 2 volcanologues qui sont un couple. Donc, ils dansent devant un volcan en ébullition sur une chanson de Brian Eno. C'est ma scène de cinéma préférée de 2022. Je suis fou d'amour pour cette scène. Le film est narré par Miranda July, qui est une réalisatrice, une grande réalisatrice. J'ai adoré ce film. Je vous le recommande chaudement. Chaudement, bon. Je vous le recommande chaudement. Je vous recommande évidemment d'aller voir le film de notre ami Stéphane Lafleur, si vous avez l'occasion, Viking. Viking, qui est super. Écrit par Kamala, que tu as reçu Éric Boulian dans ce podcast. Il y a beaucoup de gens que j'aime dans ce film-là. Beaucoup. Et je trouve que c'est aussi un très, très bon film. Avec des scènes vraiment fantastiques. Donc, Viking de notre ami Stéphane Lafleur et un autre documentaire de l'ONF qui s'appelle Cher Audrey. Pas entendu parler. Ce film a une place très, très spéciale dans mon cœur. Okay. Je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais c'est un calice de film. Okay. C'est sur le site de l'ONF, on peut le trouver? Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu au cinéma du Parc. OK. Cher Audrey. Cher Audrey. Peux-tu donner une ligne générale un peu, tu sais quoi? C'est l'histoire. Donc, c'est un film c'est un documentaire qui suit un couple de gens âgés. Et Audrey, donc la femme de ce couple, est atteinte d'Alzheimer. Et ça, évidemment, ça impacte la relation qu'elle a avec son mari ou son chum, ou je sais pas. Et c'est vraiment un très, très beau film. C'est touchant, mais à un tout autre niveau, là. Cool. Parlons théâtre. Ben oui, bien sûr. Allez, si vous avez l'occasion, allez voir Rondelet de Justin Laramé, théâtre documentaire. La rencontre de l'agriculture, donc c'est un show de théâtre qui parle de la situation des laitières, des fermes laitières au Québec. Et ça va vraiment pas bien en passant. C'est une situation vraiment spécifique. Puis moi, je trouve que la rencontre du théâtre puis de l'agriculture, ça semble un mélange, ça semble une rencontre un peu improbable, mais ça fonctionne vraiment très bien. OK. C'est un show qui est
très bien fait, très touchant, très, très brillant. Tu sais, c'est très, très bon. C'est du très bon théâtre. Rondelet, ça va être repris à Jean Duceppe l'année prochaine. Il faut voir ça. OK. Et c'est qui est sur scène? Est-ce que c'est Justin? Non, c'est Justin qui incarne Justin tout ça. Qui est là avec un musicien, tu sais, un peu partner, qui s'appelle Benoît Côté, qui est aussi un romancier. Ah oui, OK. Très, très bon romancier. Un compositeur de musique. OK, je vais peut-être inviter Justin à venir en parler. Je pense que ça serait intéressant. Invite Justin, puis invite Benoît aussi. C'est un très, très bon show de théâtre. Cool. Et finalement, j'en ai plus, mais je me coupe, je me médite un peu moi-même. 2 séries télé. Ah ben oui. Atlanta. Oui, je suis pas à jour. Et c'est bon. La dernière est bonne? Oui. Tout ça, c'est très bon. La dernière, c'est peut-être pas la meilleure saison de la série, mais c'est vraiment un grand show de TV. Conceptuellement, dans l'exécution. L'écriture aussi. Écriture, c'est vraiment, vraiment bien. Et un autre show, une autre série que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Reservation Dogs. Donc, j'ai vu ça passer, mais je sais même pas c'est quoi le... Écoute, c'est un genre de coming of age sur une réserve. OK. Aux États-Unis. Pour moi, la qualité d'une œuvre d'art, c'est de me faire rencontrer des idées ou des façons d'exprimer ces idées-là qui sont inédites. Puis dans Reservation Dogs et dans Atlanta, je rencontre ça. J'aime beaucoup ça. Des perspectives, des points de vue que je connaissais pas. Tu sais, des fois, c'est juste des tonalités au niveau de l'humour. Des fois, c'est plus intello, conceptuel, tout ça. Dans les 2 cas, c'est vraiment des belles séries que j'ai beaucoup aimées. OK. Wow. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je suis tellement écœuré de parler. Je suis tellement tanné de m'entendre dans mes écouteurs parler. Non, t'es bon. Je suis plus capable. Puis ce qui est... tu sais, j'ai envie d'annoncer... Suivez Guillaume Girard sur les réseaux sociaux. Oui. Mais vous le trouverez pas. Alors, essayez de le trouver quand il... En fait, regardez donc les génériques de télévision, de shows, de partout. Vous allez voir son nom circuler. Sinon, un petit Google search, il est bien cute, il est bien fin. Oui. Merci, Guillaume. Surtout cute. Merci. À plus. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.